Bonsoir et bienvenue en Bretagne Nord. Nous sommes en direct de Paimpol, un port chargé d'histoire et qui s'est tourné peu à peu vers le tourisme. Il faut dire que le sentier du littoral dans cette région est assez exceptionnel. Un littoral sauvage, indompté, une côte de granit rose et puis des estuaires, des archipels, Bréa, les Sept-Îles. Entre Perros-Guirec et Dinard, laissez-vous emporter par des paysages de rêve, baignés par la douceur du Gulf Stream. Nous serons aussi du côté de Bernard pour nous occuper, prendre des nouvelles de nos sentinelles du littoral. Bien sûr, d'autant plus qu'on va en rencontrer un certain nombre physiquement pendant toute cette émission. Donc une seule adresse pour vos réactions, france3.fr, rubrique Thalassa. On attend évidemment vos commentaires. Et je me tourne donc vers Stéphane qui s'est occupé du carnet de route sur cette partie du littoral. Alors, on va démarrer par cette première partie du carnet de route. Voilà, on va partir de Perros-Guirec, ou plus exactement de l'archipel des Sept-Îles, qui est au large de la côte de granit. L'occasion pour nous de découvrir, on peut le dire, l'une des plus belles côtes de Bretagne. Vous êtes d'ici, non? Je ne suis pas d'ici, mais vraiment, c'est l'une des plus belles côtes de Bretagne. Et puis, non, je ne suis pas chauvin, j'apprécie simplement les bonnes choses. Et aussi, surtout, de rencontrer les sentinelles du littoral, ces hommes et ces femmes qui, toutes les semaines, nous font part de leur coup de cœur et nous préviennent leur point de côte est en danger. L'occasion pour nous de partager un peu de leur combat. Pour commencer notre carnet de sentier, nous voici embarqués pour l'archipel des Sept-Îles au large de Perros-Guirec, en compagnie de Nicole Bihan et Mélanie Lenuse, les gardiennes de ce temple de granit entièrement dévoué à la cause des oiseaux marins. Nous débarquons bientôt sur l'île aux Moines, la seule qui soit ouverte au public. Partout ailleurs, il est interdit de mettre pied à terre, afin de préserver les 24 000 couples d'oiseaux qui nichent sur les îles, mais aussi la quarantaine de phoques gris qui profitent du moindre rayon pour se dorer la pilule au soleil. Voilà. Ce sanctuaire exceptionnel doit une fière chandelle à celui que l'on surnomme le perroquet des mers. Héros, bien malgré lui, d'une incroyable histoire. Au début du XXe siècle, il y a un ornithologue qui a constaté le massacre de nombreux macaremoines. En fait, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest faisait venir des visiteurs de Paris pour venir tirer le macaremoine sur les îles, en fait, sur Rouzic et Malban. Donc les ornithologues se sont organisés, ils ont créé la Ligue pour la protection des oiseaux en 1912 et ils ont protégé la réserve naturelle, et ils l'ont appelée réserve ornithologique. Ce fut la première en France. D'accord, c'est la première réserve ornithologique de France. Voilà, ici. Exactement. Il y avait des ronges là en mettant là, Aujourd'hui encore, c'est la LPO qui gère l'archipel des Sept-Îles. Et notamment la seule colonie de fous de bassin de l'Hexagone, les petits préférés de Mélanie Lenuse. La visite est un peu mouvementée, mais le spectacle compense largement le mal de mer. Allez, on va laisser les fous de basse Saint-Michel, on va retrouver notre GR34. Retour sur la terre ferme donc, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, pour une petite séance de prise de bec. Et tout ça, ce sont des matériaux apportés par... Un duel à fleurets mouchetés, autour du tracé du sentier imposé par la loi littorale tout le long du domaine public maritime. À ma gauche, Muriel Fianaka, présidente de la FAPEL 22, qui défend bec et ongles l'accès de tous au bord de mer. À ma droite, François Pastol, dont le comité de sauvegarde prend plutôt sous son aile les propriétaires récalcitrants. Je suis, moi, pour un accès des gens sur le littoral, un accès libre. Mais je dis qu'il faut nuancer quand même cette approche en fonction, en fait, de la situation des terrains. Je sais que M. Pastol va me contredire, mais dire après, non, on ne veut pas de la servitude du littoral, j'appelle ça de la mauvaise foi. Le débat est éternel sur ce sacré sentier du littoral qui empiète sur la propriété de quelques-uns pour satisfaire le plus grand nombre. Je crois qu'il faut réfléchir, effectivement, il faut innover dans notre approche de cette loi. Je pense pas que... systématiquement appliquer la loi d'une manière rigide, comme c'est souvent le cas en France.
Vous êtes pour l'application rigide de la loi ou... Mon Dieu, oui, par principe. Par principe, oui. On l'emprunte alors? On emprunte. On en profite? On en profite. S'il est un lieu sur lequel nos deux contradicteurs ne risquent pas de polémiquer, c'est bien le sillon de Talbert. Comment ça, vous connaissez pas le sillon de Talbert? Enfin, tout le monde connaît le sillon de Talbert. C'est connu quand même, le sillon de Talbert. Car pas question de construire sur cette merveille de la nature. La mer se chargerait de faire le ménage. Et puis, il y a Julien Houron qui veille au grain. Notre sentinelle du jour n'est autre que le garde du sillon qui a un peu révisé sa leçon avant de nous présenter le site exceptionnel dont il a la charge. Ce lieu-là, ça reste un lieu assez unique parce que ce sillon de Talbert est une flèche littorale à pointe libre dont les dimensions représentent le plus bel exemple à l'échelle du territoire européen en fait. D'accord, c'est le plus grand quoi. C'est un des plus grands en effet. Autrement dit, un cordon de sable et de galets qui se déplacent en permanence sous l'effet des courants et des marées pour s'étirer dans la Manche sur près de 3 km. Mais comme dans la Bible, ce géant de pierre est un colosse aux pieds d'argile qui ne cesse de chercher son équilibre entre marée océanique et marée humaine. En effet, il y a eu les Allemands pendant l'occupation qui ont prélevé beaucoup de galets pour la construction du mur de l'Atlantique. Ouais. Et puis on ne sait pas dans quelle proportion, mais beaucoup de promeneurs aussi ramassent des galets au cours de leur balade. Ouais. Et c'est un geste à ne pas répéter, que ce soit ici ou ailleurs. Ouais. Bon alors, t'es allé au bout? Ouais, bien sûr, ouais. 3 km quand même, faut se les faire, mais c'est magnifique. Enfin, je pense que le mieux, c'est de le voir du ciel. Ah ben là, tout de suite, vu d'en haut, c'est nettement mieux. Vous ne trouvez pas? Sur l'estran qui borde le sillon, nous rencontrons Nicolas Blouet, en train de récolter de longues algues brunes entre les rochers. Des laminaires qui pourraient bientôt subir une bien étrange métamorphose. Vous ramassez des algues là? Ouais, des laminaires. C'est destiné à quoi ça? Oh, celles-ci, elles sont destinées à la recherche en fait. Je travaille dans un centre de recherche, le CEVA, juste sur la presqu'île, au bout, à côté du GR. Il a dit sur la presqu'île, au bout, à côté du GR. Nous voici donc au CEVA, le centre de valorisation des algues. Un laboratoire de recherche unique en Europe où nous surprenons Hélène Marfin, en plein péché de gourmandise. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Alors là, je fais des perles d'alginate à base de jus de citron. L'alginate, un extrait d'algues aux vertus magiques. Oui, en fait, dans le jus de citron, il y a une source de calcium. Et dans le bain, il y a de l'alginate. Et au contact du calcium, l'alginate, il gélifie instantanément. Et donc la goutte là, qui tombe directement dans le bain, elle gélifie. Et donc ça fait une enveloppe solide au jus de citron qui est emprisonné à l'intérieur. Menthe verte, liqueur de fraise, caramel, vinaigre ou jus de citron. Tous les goûts sont permis. Ces petites perles de l'océan qui vous éclatent en bouche pourraient bien remplacer un jour l'assaisonnement de vos huîtres ou agrémenter vos cocktails. Et c'est parti pour une petite dégustation. Donc ça, dans les huîtres par exemple. Oui, moi je vais prendre vinaigre. C'est frais ça. Vous me demandez, hein. Alors, vinaigre. Mais le CEVA ne se préoccupe pas que de nos papilles gustatives. Créé en 1982 pour étudier les marées vertes et autres algues envahisseuses, il est devenu l'une des sentinelles essentielles de notre littoral. Dans le secteur environnement, nous croisons justement Thierry Perrault, qui s'autorise une séance de diapo un peu particulière. À partir d'images spot, il étudie la diminution de la quantité d'algues présentes le long de nos côtes. On constate que, par exemple, pour le secteur ici du Trégor, on a affaire à des fortes régressions sur la décennie passée.
Sur le Finistère Nord, ça semble être plutôt stable. Et d'autres zones telles que le golfe du Morbihan, là on constate également de fortes régressions, de l'ordre de 40% sur certains secteurs. Cette régression inquiétante de la ceinture algale pourrait bien être liée à l'élévation des températures de l'eau de mer et par là même au réchauffement climatique. Décidément, pas moyen d'y échapper. Mais nous voici arrivés à la pointe d'Arc Ouest, avec une vue imprenable sur l'archipel de Bréa. Un peu de patience, c'est pour la prochaine escale. Il faut toujours patienter. Vous allez nous emmener jusqu'où après? Eh bien, on va partir justement de l'île de Bréa et ensuite on va partir jusqu'aux portes de Dinard. Nous allons rejoindre notre cher sentier des douaniers pour découvrir l'extrême variété de ce bout de côte entre les falaises de Plouha, les paysages sans fin de la baie de Saint-Brieuc et la lande sauvage et libre de toute construction du Cap Fréhel. Ah, le Cap Fréhel, départ de la route du Rhum et tout, hein. Bon souvenir. Pour l'instant, moi, je vais vous offrir un petit cadeau puisqu'on va prendre de l'altitude pour découvrir tout l'environnement de la baie de Saint-Brieuc. C'est parti. S'il est mille et une façons de découvrir la Bretagne, c'est en chemin de fer que je vous recommande de suivre les méandres des gorges du Trieux dans les Côtes d'Armor. D'abord parce que quand l'occasion se présente, il faut jamais oublier d'honorer les anciens, n'est-ce pas? Non, là, je parle pas de vous les gars, mais de votre locomotive. Ah, une traction comme celle-là, il y en a qu'une seule en France. Non, franchement, vous trouvez pas qu'il est magnifique ce cheval de fer, lustré et élégant dans son voile vaporeux? Un somptueux vestige des voyages d'antan. Mais si le train a laissé ici cette empreinte historique, c'est parce que la région demeure très attachée à son passé cheminot. J'en veux pour preuve certaines traces qu'il a laissées et qui défrayent encore la chronique. Du côté de Saint-Brieuc, par exemple, voici ce qu'on appelle la Cité Baby. Enfin, la petite cité, quoi. C'est cette colonie de cabanons accrochés à la falaise et qui ouvrent chaque été leurs fenêtres sur les visages des héritiers du Front populaire, puisqu'ils ont fait leur apparition au lendemain des accords de Matignon en 1936. En bref, c'est pour goûter aux congés payés que nos cheminots se sont installés ici. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, pour bien montrer que ces cabanons appartenaient aux gars du rail, y était perché un vieux wagon aménagé. Mais il est parti à la casse et petit à petit, dans son sillage, il y a des risques que les cabanons finissent par prendre le même chemin. C'est encore un effet de la loi littorale. Aucune construction n'est autorisée dans la fameuse bande des 100 mètres. Et comme chacun sait, rien ne résiste aux arrêtés préfectoraux. Seulement voilà, maintenant des associations se sont mobilisées pour militer en faveur de ces cabanons, qui représentent au final un acquis social ou un régime spécial, appelez-le comme vous voulez. C'est toujours bien qu'on en parle. Alors Stéphanie, chaque semaine on fait une rencontre. Cette fois-ci c'est une rencontre un peu particulière parce qu'on va découvrir à la fois un artiste et une région. Oui, puis je vais vous donner une recette aussi. Ah. Prenez une bonne histoire, ficelez bien l'intrigue, plongez le tout dans un bouillon breton du 19e siècle, assaisonné d'embrun, d'une bonne dose d'imagination, et vous obtiendrez de savoureux contes un délicieux coup de crayon. Jean-Charles Crahen nous emmène sur les pistes et les traces de ses héros. Un site comme ça peut donner des idées, parce qu'effectivement, plutôt que de... Je sais pas si vous faites un polar ou n'importe quoi, on peut très bien mettre un cadavre dans l'allée couverte, c'est plus rigolo que de le mettre dans un champ, bêtement. C'est comme ça qu'on trouve des intrigues, qu'on trouve des histoires. Ah ouais, c'est sympa là, parce qu'il y a une perspective, effectivement. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette allée couverte il y a des milliers d'années. Oh. C'est dur la bande dessinée. Mettre des cadavres dans les allées couvertes, Jean-Charles Crahen n'est pas un spécialiste des faits divers. Non, son truc à lui,